Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. À quoi ressemblera la Belgique de demain et comment se préparer à un certain nombre de changements qui semblent en partie inéluctables? C'est l'exercice auquel se sont prêtés l'économiste Bruno Coleman et le journaliste Olivier Mouton. Alors la Belgique de demain, c'est le titre de leur ouvrage à quatre mains avec 24 questions qui vont de la démocratie à l'énergie en passant par les pensions, la montée du populisme ou le conflit communautaire. Est-ce que la Belgique existera encore demain ou après-demain et que faudrait-il faire pour cela? Ce sont les questions que nous allons leur poser ce soir. Voilà, et pour répondre, nous recevons donc évidemment Bruno Coleman. Vous êtes économiste, vous avez travaillé dans des banques d'affaires, vous avez été chef de cabinet du ministre des Finances aussi il y a quelque temps déjà, et vous avez publié toute une série d'ouvrages dont on a parfois parlé ici, d'ailleurs sur la politique monétaire, la mondialisation, et le dernier sur le réchauffement climatique notamment. Olivier Mouton, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans les grands quotidiens du côté francophone, et vous êtes désormais actif au sein du magazine Trends Tendance, et vous aussi, vous avez une carrière d'auteur derrière vous, avec notamment des biographies de Guy Verhofstadt et Charles Michel, notamment, si je ne me trompe pas. Je vais commencer peut-être avec vous, Olivier Mouton. Une question sur la forme. Ouvrage à quatre mains. C'est un ouvrage d'entretien. Et ce n'est pas au sens classique du terme où le journaliste pose des questions et l'interviewé répond. Il fallait que votre avis compte autant que celui de Bruno Coleman? En tout cas, ce n'était pas une volonté que mon avis compte autant, mais c'était un vrai dialogue sur base égale, parce que je crois que tous les deux, on avait des choses à exprimer à la fois par rapport à notre expérience et en même temps par rapport à ce moment particulièrement important que l'on va vivre, à la fois avec les élections de juin 2024 et puis la perspective du bicentenaire de l'anniversaire du pays en 2030. Et une conjonction, on va en parler, de crises qui nous semblent à la fois importantes, qui convergent et pour lesquelles il y a des solutions dont on a envie de parler sans tabou. Est-ce que vous êtes nourris l'un l'autre de vos réflexions? Est-ce qu'il y a des choses que Olivier Mouton a posées sur la table qui vous ont fait réfléchir et qui vous ont amené à réagir peut-être d'une manière dont vous n'aviez pas conscience ou pas formulé jusque-là? Oui, bien sûr. C'était vraiment un dialogue d'harmonie, d'amitié, de fraternité et d'intelligence. On a passé beaucoup de temps à le faire parce qu'en fait, quasiment tout l'été était consacré à la rédaction, à la prise de notes et à l'enregistrement. Mais donc, c'était un échange extrêmement riche et vraiment, je crois que c'est le livre le plus sympathique auquel j'ai pu contribuer. Oui. La Belgique, c'est la belle au bois dormant qu'il faut réveiller? C'est la Belle au bois dormant, c'est un pays qui a beaucoup de défis. Olivier Mouton vient de le dire. Il ne faudrait pas qu'en 2030, au lieu de fêter le bicentenaire, on consacre le fait que c'est un failed state, comme on dit, un État qui a échoué. Et c'est un pays qui suscite beaucoup d'interrogations. Je le répète souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a 25% de seuil de pauvreté en Belgique, il y a un décrochage scolaire absolument phénoménal. Et ce matin, en arrivant dans les studios et en donnant cours, moi j'ai enjambé quasiment 6 personnes qui étaient des clochards dans la rue. Alors est-ce que c'est ça la Belgique qu'on veut ou bien est-ce qu'on veut un nouveau projet ? Plutôt un nouveau projet, et c'était l'ambition de ce livre. Ouais, on annonce régulièrement la disparition de la Belgique, Olivier Mouton. Vous qui êtes journaliste politique, vous entendez ça régulièrement, comme moi, j'imagine, depuis des dizaines d'années. 2030, elle sera toujours là. Après 2030, elle sera encore là ou ceux qui annoncent sa disparition finiront par avoir raison un jour? On sait que la disparition en tant que telle de la Belgique, elle sera compliquée pour une raison principale, à mon sens, qui est Bruxelles. Je pense que sa capitale, qui est capitale de l'Europe, qui est le nœud économique du pays, je pense que c'est un élément central dans son... Oui, revendiqué par les deux communautés. Exactement. Capitale de la Flandre, mais avec une majorité d'habitants francophones. Je pense que c'est le lien principal, davantage à mon sens que la monarchie ou la dette, par exemple, dont on parle souvent. Mais ce qui est sûr, c'est que les enjeux auxquels on fait face et la nécessité de faire tourner ce pays qui est trop souvent bloqué et qui risque de l'être davantage encore avec les échéances politiques qui s'annoncent, ça c'est le vrai défi. Donc si on veut que cette Belgique continue à exister, mais surtout qu'elle continue à exister de manière, j'allais dire productive, en tout cas efficace, pour ça il faut qu'on s'attelle à ces réformes dont on parle. Donc il faut lever les blocages, c'est ça l'objectif du livre. Donc ça veut dire on en parlera, tout le cockpit démocratique qu'il faut réveiller, qu'il faut renouveler. Et par ailleurs, évidemment, il y a les grands enjeux, vieillissement, climat, économie, redressement de la Wallonie et Bruxelles, très important, tout ce dont on parle. Oui, alors on va avoir le temps de détailler quelques points. Partie importante du livre, ça concerne le fonctionnement de notre système
système institutionnel, notre fonctionnement politique. Vous êtes très critique avec la place qu'ont pris les partis politiques et notamment les présidents de partis. Vous parlez de particratie. Et si j'ai bien compris, je pense avoir bien compris, on peut même parler d'une forme d'usurpation dans votre esprit où finalement ces présidents de partis, les appareils partisans, ils ont confisqué la démocratie, ils jouent le rôle des députés à la place des députés. Ce sont les députés qui représentent le peuple et finalement, ce sont les présidents de partis qui décident de tout. Mais c'est bien d'avoir des partis, on en a depuis longtemps, et depuis Léopold III, les partis jouent un rôle important, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le lien entre le vote d'un citoyen et son aboutissement politique s'arrête qu'au jour des élections. La particratie, c'est quoi? Ce sont des présidents de partis, parfois sans le moindre mandat électoral, qui nomme et révoque les ministres, qui impose des disciplines de parti au Parlement, qui articule la formation du gouvernement. Et donc, on a dépouillé le Parlement de ses initiatives. Il n'y a plus de propositions de loi. Et le fait de constituer des majorités parlementaires, des majorités alternatives, est tout à fait prohibé. Donc, on est dans un système où, finalement, le gouvernement n'émane plus du Parlement, mais des présidents de parti, et le Parlement est à la botte de l'exécutif. Les propositions, c'est ce qui est déposé par les députés. Les projets, c'est quand ça arrive de la part du gouvernement, déposé par un ministre. Si on autorisait les députés à voter comme bon leur semble et à questionner comme bon leur semble les ministres, ce serait quand même un petit peu le désordre, Bruno Coleman, non? Mais pourquoi le désordre? Au contraire, on élit des personnes et on veut que ces personnes jouent un rôle dans la vie politique. Et de nouveau, tout ministre ne doit pas être élu. Il y a des émergences politiques impressionnantes comme Thomas Dermine ou Alexia Bertrand. Mais il faut quand même que, quand un citoyen s'associe à un processus démocratique, il en voit l'aboutissement. Et ce n'est plus le cas maintenant. Ouais, cette particratie, vous parleriez d'un dysfonctionnement ou d'un dévoiement de la démocratie, Olivier Mouton, ou pas? Mais en partie, c'est-à-dire que si les partis ont pris tant d'importance dans notre pays, c'est parce que c'est devenu le seul élément structurant de la Belgique. On sait que la complexité institutionnelle fait que, en fait, le seul élément qui structure et qui fédère les niveaux de pouvoir, ce sont les partis. Donc ils ont quelque part une place qui est prédominante. Il fut un temps où c'était des vecteurs de solutions. On faisait appel au président de parti quand il fallait trouver un compromis, qui n'est pas un mauvais mot à mes yeux. Aujourd'hui, en fait, ce sont des éléments qui disturbent, qui créent un peu de la confusion parce qu'ils prêchent avant tout pour leur chapelle, avant de prêcher pour les Ils ont pouvoirs. leur propre agenda et leurs propres objectifs. C'est clair. Et comme en plus, ils se multiplient, l'éclatement du paysage politique fait que chacun doit obtenir des parts de marché, c'est comme en économie. Et donc, ça fait que le système est verrouillé, cadenassé, trop souvent bloqué. On l'a vu, la Vivaldi, qui devait être un projet fédéral fédérateur, un projet positif pour la Belgique, a tourné à l'affrontement pendant une législature. Oui. Votre vision du futur de la Belgique, d'un point de vue institutionnel, c'est la Belgique à 4. Vous êtes persuadé que c'est le bon modèle? Je crois Donc à 4, c'est 4 régions, la Flandre, Bruxelles, la Wallonie et la communauté germanophone. Mais probablement, parce qu'on doit sortir d'un débat qui est maintenant gigantesquement compliqué. Il faut simplifier, il faut apaiser ce pays. Je crois que le manque d'aboutissement institutionnel crée dans ce pays une usure morale et une anxiété par le non-aboutissement de sa formulation politique. C'est très important d'avoir un pays qui soit lisible, qui soit compréhensible, qui ne soit pas en permanence en train de débattre de son propre modèle, parce qu'un pays comme Luxembourg l'a parfaitement démontré, mais la Suisse aussi. On peut avoir des modèles qui sont multiculturels, mais dans un système qui soit apaisé, fédérateur, et surtout avec comme objectif le bien commun. Ouais, est-ce que ce n'est pas de la naïveté de croire à la Belgique à 4 si on propose ce modèle à Bart de Wever, il n'en voudra pas. Ça va être quand même difficile à mettre en place. Mais il y a tout un... je ne vais pas faire la négociation. Est-ce que ce n'est pas une vision très francophone? C'est une vision francophone au départ, mais par ailleurs, on parle sans tabou aussi dans ce livre de la possibilité de parler de confédéralisme. Ça, c'est pas très francophone. Donc ça veut dire qu'à un moment, dans une négociation, on peut dire, voilà, nous on est prêts à reconnaître qu'il y a une limitation des pouvoirs au fédéral qui soit déterminée. On est prêt à reconnaître qu'on va très loin dans l'autonomie et la responsabilité, très important, des régions et communautés, mais on peut travailler sur une épure à 4. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions d'hommes ou de femmes politiques et par exemple des présidents de partis qu'on vient de critiquer à l'instant ou pas encore? Des remerciements pour le livre qui a été offert, mais je pense que le monde politique n'aime pas tellement que des personnes qui, à leurs yeux, manquent de légitimité, commencent à entrer dans le débat. Mais c'est ça qu'on a voulu faire. On a voulu rentrer dans un débat parce qu'on n'avait pas envie d'en être exclu. Ouais. Il y a un élément de stabilité dans le royaume, c'est la monarchie. Et vous ne la remettez pas en cause. Alors vous suggérez des aménagements, et c'est parfois des aménagements importants, mais le roi, on doit le garder?
le roi ou la reine demain? À mes yeux, oui. À mes yeux, celui d'Olivier aussi, je pense que c'est un élément extrêmement important. C'est un élément d'apaisement. D'ailleurs, Olivier avait fait référence, il y a un homme politique qui avait dit je suis pour la République. Voilà, tu peux peut-être raconter. Wilfried Martens disait dans tous les entretiens je suis un républicain convaincu partout sauf en Belgique. Voilà, sauf pour la Belgique. Voilà. Mais quand même, vous voulez une réforme de la monarchie dans les pistes que vous mettez sur la table, parce que ce sont des pistes à chaque fois qui sont suggérées. Vous proposez quand même de lui retirer l'un de ses derniers principaux pouvoirs, celui de nommer le formateur ou l'informateur lors de la formation d'un gouvernement. Vous dites que ça devrait être le représentant du plus gros groupe au Parlement. Ça veut dire qu'il reste plus grand-chose quand même au roi dans votre système. Ça reste un rôle fédérateur. Il a quand même le colloque singulier qui reste un élément important d'influence sans que ce ne soit le cas. Ça peut être un élément fédérateur au moment des crises, mais dans la logique démocratique, dans beaucoup de monarchies, c'est le cas. C'est effectivement le premier parti qui sort des urnes qui a la main. S'il échoue, c'est le deuxième. Et on met bien en évidence aussi le fait qu'on veut un système qui soit à la fois participatif avec des experts et des citoyens, très important, mais aussi un système qui soit efficace. Par exemple, on plaide pour le fait qu'on donne 6 mois, comme en Espagne, pour former un gouvernement. Si ce n'est pas le cas, on retourne aux urnes. Donc là, il y aurait un chronomètre qui tournerait et on ne s'enfoncerait plus dans des crises de 541 jours. Alors, on ne parle pas que de politique dans cet ouvrage. On fait aussi des suggestions sur les pensions, sur les allocations sociales, sur la fiscalité. Je voudrais qu'on parle un petit peu de pension, Bruno Coleman. Ça vient de chez vous, les idées sur notre système de pension. Vous dites qu'on doit sortir du système par répartition. C'est-à-dire que quand je travaille, je cotise, ça paye les pensions de la génération précédente. Et puis, quand j'ai terminé de travailler, je profite des générations suivantes. Ça marche plus? Non, c'est pas tout à fait ça qu'on dit. On dit qu'il faut garder le système par répartition, au terme duquel, effectivement, les actifs payent pour les inactifs. Ça crée une solidarité intergénérationnelle. Mais il faut, sur une période de 40 ans, développer un système de capitalisation. Et l'important, je crois, c'est qu'on ait un système qui soit soutenable. Or, on sait qu'avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, en 2040, on aura un problème, raison pour laquelle on est en train, sans qu'on le dise, de converger vers une allocation universelle en matière de pension. Ouais. Donc ça veut dire qu'on remplace la pension par une allocation universelle, ça veut dire que c'est le même montant pour tout le monde? Mais ce sera déjà le cas. Je crois qu'on va raboter les hautes pensions et permettre aux personnes qui, malheureusement, sont sous le seuil de pauvreté d'avoir une fin de vie décente. Parce que le véritable problème, c'est qu'une grande partie de la pauvreté se loge maintenant dans les parties les plus âgées de la population. Ouais. Et vous donnez même une fourchette, vous parlez de 1 500 à 2 500 euros. Oui. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des gens pensionnés qui gagnent beaucoup plus, qui gagnent un peu moins aussi. Voilà. Ça serait plus égalitaire. Ben, ce serait plus égalitaire, peut-être de raboter, mais ça se fait sur Vous une n'allez pas vous période. faire que des amis Non, parmi c'est les pas grave, futurs pensionnés. mais je pense surtout aux personnes qui ont beaucoup moins que ça, qui ont 700 à 800 euros par mois, qui sont parfois des isolés avec des problèmes de santé et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, je répète, on a un pays où le seuil de pauvreté est d'abord est faible, mais fait que 25% de la population est englobée dans cette réalité. Et pendant la crise inflationniste, c'est à peu près 40% de la population. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut? C'est-à-dire un modèle d'exclusion comme celui qui est en train de se développer sous nos yeux, ou est-ce qu'on veut un modèle de solidarité? C'est ça la vraie question. Ouais. Le système belge aujourd'hui, il est inégalitaire, trop inégalitaire? Mais il le devient de plus en plus, évidemment. Ouais. Il le devient de plus en plus. Ouais. Fiscalité, vous parlez d'une globalisation des revenus et de mieux récompenser les investisseurs et de ne plus récompenser les rentiers, ceux qui profitent d'un capital sans le travailler et sans investir dans des entreprises productives ou à risque. Mais je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais la progressivité de l'impôt qui fait que le taux d'impôt augmente avec les revenus se confine maintenant sur les revenus professionnels, pas sur les autres revenus, qui sont par ailleurs pour certains extrêmement imposés. On devrait retrouver l'esprit de la fiscalité originelle, c'est-à-dire globaliser tous les revenus, peut-être même joindre la parafiscalité sur la fiscalité, à manière telle que les personnes qui ont les plus grands revenus contribuent plus et reçoivent parafiscalité, on pense à quoi? Sécurité sociale, donc je pense à ça, mais ça peut toucher le chômage, ça peut toucher aussi les pensions. Mais on doit rénover le système, parce qu'en fait, on a les ruines d'un système qui était cohérent après la Seconde Guerre mondiale, et que de détricotage dans détricotage est devenu parfaitement illisible, et surtout, je pense, injuste. Ouais. Quand on émet ce genre d'idées, Olivier Mouton, est-ce que c'est une réflexion en chambre, ou est-ce que vous vous dites, j'ai contribué au débat, et j'espère que demain, par exemple, quand on parle de fiscalité, de sécurité sociale, de pension, les partenaires sociaux vont se saisir de ces idées. Ils ont aussi des experts, ils ont aussi des cellules de réflexion. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas d'agenda, on n'a pas de tabou, on est indépendant. Donc c'est clair qu'on avance des idées, des pistes qui vont sans doute plus loin que d'aucuns pourraient aller.
On plaide pour un modèle qui est basé sur l'intelligence collective, donc on contribue quelque part à ça, c'est-à-dire de dire à un moment, il est possible d'avoir des solutions nouvelles, il est important d'avoir des solutions audacieuses, et il y a des solutions qui existent. Donc on espère que ça va contribuer à cette réflexion-là. Nous aussi, l'objectif, c'est de nourrir un débat citoyen. Donc on ne fait pas par hasard 8 mois avant les élections. L'idée, c'est aussi quand même de pouvoir contribuer à ce grand débat démocratique qui s'annonce. Et vous êtes inquiet pour votre pension ou pas ? Oui, bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'on doit tous l'être, hein, honnêtement. Parce que la réflexion que l'on mène, elle est à différents niveaux. Hein. C'est d'abord la conjonction, comme je l'ai dit, de tous les enjeux. Hein. On parle du vieillissement de la population, on peut parler de la transition environnementale, du défi énergétique, etc. Tout ça survient en même temps. Donc on parle de plusieurs % du produit intérieur brut chaque année. Hein. C'est pas rien. Et il y a des vraies questions qui se posent dans un contexte où, par ailleurs, en termes de création d'activités, singulièrement à Wallonie et à Bruxelles, on est avec beaucoup de questions à se poser et beaucoup d'initiatives à prendre. Donc oui, je suis inquiet. Oui, L'intelligence artificielle, c'est un danger ou c'est un atout ? Ce sera à moyen terme un atout, mais on va vivre 10 à 15 ans d'ajustement avec la vraie question de savoir quelle sera encore la valeur du travail humain. Il y a un risque. Ça va détruire des emplois. Oui, avant que ça en crée d'autres. Donc on aura peut-être 15 ans de creux. Et la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va partager les gains de productivité entre un travailleur, aidé par l'intelligence artificielle, et le fournisseur de cette même intelligence. Alors, il y a encore plein de réflexions sur la carrière, sur l'énergie. Vous êtes plutôt favorable à la prolongation du nucléaire, sur l'environnement, sur la jeunesse et l'éducation. On ne va pas passer tout en revue, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même sur quelque chose qui est très prégnant dans plusieurs chapitres, ça revient à plusieurs reprises. C'est une forme d'inquiétude. Est-ce que vous avez le sentiment d'être inquiet et très spécifiquement sur le climat ambiant, le climat des échanges, le climat du débat, la montée de l'extrémisme, la montée du populisme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans l'ouvrage. Olivier Mouton. Mais pas par hasard. Hein. On sait que les sondages donnent le Vlaams-Belang, premier parti en Flandre, en juin prochain, et le PTB très haut. Donc ça veut dire qu'on va avoir potentiellement, on en parle, mais peut-être un tiers des voix au Parlement qui seront quelque part bloquées. Et on sent la polarisation qui est là partout. Et qui en fait justement empêche ce que nous on appelle de vœux, c'est-à-dire une Belgique réveillée, c'est-à-dire un compromis réhabilité. C'est des choses auxquelles on tient beaucoup. Et pour le moment, il suffit de regarder le contexte mondial pour se rendre compte qu'on est aussi le réceptacle de ça. Hein. Oui, la tentation d'un régime autoritaire, ça pourrait exister en Belgique aussi ? Mais bien sûr. Et on n'a pas écrit dans l'inquiétude, on l'a écrit en été. Il faisait beau, donc pas dans un triste mois de novembre pluvieux et venteux, on avait le moral. Mais on ressent une inquiétude quant aux configurations sociales et politiques. Ça, c'est absolument évident. Et la montée des extrêmes, d'abord, ça correspond à une réalité démocratique, mais c'est aussi le rejet d'un système qui n'arrive pas à mettre en œuvre des réformes. Parce que ces 4 ans de gouvernement, il faut le dire, il faut avoir la lucidité de le dire, ça n'a pas été grand-chose. Pas de réforme des pensions, pas de réforme fiscale, pas de réforme du marché du travail. Il y a eu des accommodements, un peu de cabotage, et c'est extrêmement grave parce que tous les défis, Olivier Mouton vient de le dire, se présentent dans les quelques prochaines années, avant 2030, peut-être 2028, et des défis qui vont largement dépasser la Belgique. Alors, est-ce qu'on aura une classe politique qui sera en responsabilité aux affaires et surtout en capacité décisionnelle ? Ça, c'est la vraie question, et c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, entre autres. Il y a un peu de désillusion citoyenne chez vous ? Oui, eh bien oui. En fait, je dois dire que j'ai 62 ans et je ne retrouve pas l'espoir de la Belgique que j'avais pu imaginer quand j'étais jeune. J'ai une fille qui a 23 ans et j'ai voulu, au travers de ce livre, d'ailleurs on a tous les deux dédié ce livre à nos enfants, montrer qu'il y avait des personnes qui pouvaient se lever, qui avaient envie de se lever pour émettre d'autres idées. Ouais, même question chez vous, Olivier Mouton, vous suivez la politique depuis 20 ou 30 ans, je ne me rappelle plus la date de votre début de carrière, mais les choses vont de mal en pis ou les choses fonctionnent encore moins bien qu'avant ? Ce qui est étonnant, ou c'est le propre de toute génération de dire que c'était mieux avant. Ce qui est étonnant, c'est de se dire que ça continue à fonctionner. Donc, quelque part, comme le dit Bruno, on parle de cabotage, de petites réformes, d'amendements, etc. Oui. Ça continue à fonctionner. Cabotage, c'est pas loin de cabotinage, par oui, moment. Mais, peut-être, d'une part, mais d'autre part, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on ait foi en ce pays, qu'on soit fier d'être belge, même si on dit c'est un non-pays, mais qu'on soit fier de ça, qu'on s'entende par exemple, qu'on se regarde droit dans les yeux avec les Flamands et qu'on fasse des choses ensemble. Ouais, ça vous insistez beaucoup. Hein, oui, mais pas qu'on soit en permanence dans cette espèce de rejet de l'autre, de rejet d'un projet positif. Enfin,
il y a une inquiétude, mais nous, on veut que cette inquiétude, elle se transforme en moteur et en créativité. C'est ça qu'on veut. Quand on voit ce qui se passe en France avec la très grosse performance de Marine Le Pen dans les sondages, pour l'instant ce sont des sondages, mais dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, il y a une menace de l'extrême droite. Elle existe en Flandre, elle n'existe pas en Belgique francophone. Et à l'extrême gauche. Ouais, c'est la même chose pour vous, extrême droite, extrême gauche. Est-ce que l'extrême droite, quand on décrit la désillusion qu'on vient d'exprimer, ça peut être un terreau pour l'extrême droite et cette tentation autoritaire? Les extrêmes ne sont évidemment pas exactement comparables, mais c'est quand même des expressions qui sont peu démocratiques, si je puis me permettre. On ne peut pas dire que le terreau dans lequel s'enracine le PTB soit joyeusement démocratique. Donc je pense que c'est un vrai souci de part et d'autre. Et surtout, il y a un moment, on doit pas, on va encore se réveiller en juin en disant dimanche noir, peut-être dimanche rouge si le PTB augmente fort aussi. Et tout le monde va s'indigner. Nous, 8 mois avant, on dit, les gars, il est temps d'y penser et on le dit dès à présent. Faisons en sorte d'éviter ça. Ouais. Vous revenez à plusieurs reprises sur l'idée d'un gouvernement d'experts, c'est-à-dire qu'on réunisse les meilleures têtes du pays pour résoudre certains problèmes. Est-ce que c'est vraiment démocratique, ça, Bruno Köllemans? On n'est pas pour un gouvernement d'experts. On veut des représentations démocratiques, mais on veut... Des groupes d'experts qui conseilleraient les décideurs. Ouais. Il y a toute une série de corps constitués, des conseils supérieurs, qui sont composés de gens très intelligents, très érudits, multipolitiques, polyvalents. Et ce sont des personnes, en fait, qui devraient être utilisées, non pas en aval de la décision politique, mais en amont. Et il y a en fait dans ce pays énormément d'intelligence collective. En fait, on plaide aussi pour une jouvence de la pensée politique, mais de la pensée tout court. Merci beaucoup, Bruno Köllemans, économiste, Olivier Mouton, journaliste. Ça s'appelle La Belgique de demain et c'est paru aux éditions Mardaga. C'est un ouvrage qui vous donnera plein de pistes de réflexion pour penser à ce que pourrait être le royaume après les prochaines élections. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain matin, on recevra notamment Adélaïde Bittebir pour parler de mobilité à Schaerbeek dans la matinale Bonjour Bruxelles. Et puis on se retrouve avec un autre débat dans Plus d'actu demain à partir de 17h pour la première diffusion. Rediffusion en télé à 19h20 et 21h20. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.